Rebonjour à toutes et à tous. On va ouvrir une longue séquence que je suis très heureux d'animer, d'accompagner, consacrée cette fois au monde du travail, sur lequel on va se pencher successivement sur les deux faces finalement du monde du travail. La première face étant comment allons-nous travailler dans un environnement face au changement climatique, et notamment sous le régime des hautes chaleurs qui nous attendent. Et puis la deuxième phase que l'on ne peut pas défaire de ce premier élément, c'est comment se préparer professionnellement en matière de compétences, en matière d'emploi. On accueillera notamment Jean-Michel Blanquer et puis aussi un débat autour des notions de formation et d'emploi dans différents secteurs d'activité comme le bâtiment, l'école polytechnique. On va commencer d'abord par une question assez basique, mais qui n'en est pas une. Comment travailler quand il fera 50 degrés? Et pour échanger sur ce sujet-là, j'ai le plaisir d'accueillir deux observateurs qui sont plus que des observateurs, qui sont des professionnels et qui sont en prise directe avec cette problématique. Je vous les présente rapidement. À côté de moi, Catherine Albax. Alors Catherine Albax, elle pilote, on va dire, la démarche RSE chez EDF. Et là, surtout, ce qui va nous intéresser, c'est qu'elle est chef de projet ADAPT. Et le projet ADAPT, pour faire vite, vous l'expliquerez mieux que moi tout à l'heure, on va dire, c'est comment nos centrales nucléaires, thermiques, se préparent au réchauffement climatique. À côté de vous, Christian Clot. Christian Clot, chercheur, écrivain, explorateur, beaucoup de choses. Non, mais un homme, j'allais dire presque un couteau suisse, son jeu de mots, mais dans la trajectoire. Vous avez vécu, vous connaissez les milieux extrêmes. Et puis de là est née une démarche avec un institut que vous avez créé, consacré à l'adaptation. Là aussi, on y reviendra. Et cet institut consacré à l'adaptation se plonge directement dans les milieux extrêmes. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que vous avez noué un dialogue avec les entreprises, presque une logique de simulation, j'allais dire, sur lequel on va revenir. Catherine Albax, on commence avec vous. Sur cette histoire des centrales. En France, il y a 18 centrales nucléaires, une grosse vingtaine de centrales thermiques, encore en activité, selon les pics et tout ça. Mais ça, voilà, bon, il y a débat sur les chiffres, mais restons sur les centrales nucléaires. Il y en a 18. Et commençons assez simplement les choses, parce que finalement, peut-être le point de départ de cette histoire, c'est un point de départ qu'on va partager tous. C'est ce qui est arrivé pendant le Covid. Parce que ça éclaire, je pense, pour chacun de nous, les conséquences quand on est dans une période comme ça de pandémie où le monde s'est un peu arrêté. Qu'est-ce qui se passe dans une infrastructure stratégique où il y a des enjeux de sécurité qui finalement ne peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain? C'est quoi cette démarche ADAPT? Alors la première chose, alors ADAPT, c'est le plan d'adaptation de la direction de la production nucléaire et thermique. Donc on se projette, nous, à 2030, 2050, 2070 et 2100, puisque vous savez qu'une centrale nucléaire, en gros, c'est sur un siècle. Donc on intègre, nous, les dynamiques climatiques à venir jusqu'à la fin du siècle au moins. Pour nous, le Covid, ça a été un premier signal de ce que peut être quelque chose qu'on n'attend pas. C'est-à-dire que dans une centrale nucléaire, on prévoit tout, sauf évidemment quelque chose comme le Covid. Et qu'est-ce qui se passe au moment du Covid? Eh bien, le monde s'arrête et puis il y a des décisions qui sont prises, l'interdiction de circuler et puis la fermeture des écoles. Et ça nous amène tout de suite à une problématique simple, c'est que si vous fermez les écoles, votre personnel est confronté à comment je fais garder mes enfants et comment je vais travailler. Or, une centrale de production d'électricité, ça a besoin de personnel. Donc c'est le premier grand signal pour nous qu'il y a des choses massives qui peuvent se passer, comme une pandémie, et demain, évidemment, les problématiques de dérèglement climatique, on en reparlera, qui nous amènent à nous dire que notre organisation n'est pas résiliente. Donc évidemment, on trouve toutes les solutions possibles, imaginables pour pallier. Et puis on se rend compte d'une chose fondamentale, c'est que comme le dérèglement climatique qui est inéluctable, nous sommes dans des pandémies et dans des problématiques systémiques. C'est-à-dire qu'une centrale nucléaire, elle est dans un environnement dont elle a besoin. Elle a besoin des écoles, elle a besoin des routes, elle a besoin des ponts, elle a besoin des stations d'épuration. Comme les routes, les ponts, les stations d'épuration, les collectivités ont besoin d'une centrale nucléaire. On n'est pas tout seul, on est dans quelque chose de dynamique. Et c'est la première prise en compte pour nous vraiment majeure du caractère systémique des événements qui arrivent. Alors, Christian Clot, tout à l'heure, je disais, donc vous avez créé un institut consacré à l'adaptation climatique, évidemment. Vous avez travaillé à peu près avec, je crois, 100% du CAC 40, en gros. C'est des entreprises que vous accompagnez.
quand vous rentrez en contact avec ces entreprises, pas que du CAC 40, il y en a d'autres, j'imagine, quel est le premier constat que vous faites par rapport à cette logique d'adaptation? Ils sont débordés, ils sont dans le déni, ils commencent vaguement à s'y intéresser, ils sont inquiets? Je pense que c'est des sujets qui sont d'une complexité énorme, hein. On vient de le dire, c'est des sujets systémiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire je vais changer ça, ça, ça et ce sera bon. On doit avoir une réflexion qui est très large. Et pour la plupart des entreprises, cette réflexion, elle vient très tardivement dans un certain sens parce qu'on a longtemps pensé, et d'ailleurs on a opposé longtemps la notion d'atténuation et d'adaptation en disant bon, ben, si on fait quelques efforts ici puis là, on va atténuer un peu, ça ira bien. Et on a oublié que tout changement, quel qu'il soit, que ce soit pour atténuer ou pour modifier un système de contexte de travail, ça demande des changements comportementaux. Et que les changements comportementaux humains, ils ne sont jamais rapides. Ils demandent beaucoup de temps, ils demandent de la formation, ça c'est une chose, mais ils demandent surtout d'aller chercher les changements cognitifs qui ne peuvent se faire que par des émotions, que par des systèmes ressentis émotionnels. Et donc il faut aller chercher chez les personnes qui nous entourent, soit de notre entreprise, soit de la systémique qui nous entoure, la capacité de faire changer beaucoup de choses infrastructurelles, systémiques et cognitives. Et là on voit qu'il y a un blocage, parce qu'en fait on n'a jamais vraiment travaillé sur comment est-ce qu'on fait évoluer fonctionnellement une société humaine. Et on constate un truc tout bête, hein, c'est qu'on ne sait pas le faire, pas bien, ou en tout cas on n'a pas su observer les bons endroits pour le faire. Et je vais donner une seule donnée qui est fondamentale, mais qui est capitale, c'est que vouloir changer des humains ou une société sans changer le système éducatif, c'est comme jouer à la dinette. C'est très joli, mais ça ne sert à rien. Pour arriver à faire un changement global dans un système, il faut que les systèmes éducatifs, que ce soit premier ou secondaire, et évidemment ensuite dans l'évolution d'une entreprise, soient pris en compte. Et ça, on ne le fait pas aujourd'hui. C'est le sujet qu'on comprendra justement avec nos invités juste derrière. Par rapport à votre vécu, pour qu'on se projette de façon très très concrète, ça veut dire quoi vivre dans le monde de demain, dans un climat extrême? C'est-à-dire, c'est quoi les conséquences très concrètes pour l'avoir vécu en direct? Tout système extrême va poser problème à trois notions. Si on parle de l'humain uniquement, hein, je ne parle pas des systèmes, le cerveau, le corps et la société. Si on prend la chaleur stricto sensu, si vous prenez 50 degrés, 45-50 degrés, d'abord votre cerveau ralentit. Donc il doit se protéger lui-même, donc il va fonctionner différemment, ce qu'on appelle un mode dégradé. Donc il y a des fonctions qui vont arrêter totalement, notamment les mémoires et les fonctions sociales. Donc il n'aura plus envie de faire société. Ça, on l'a déterminé, on a démontré et c'est plus un doute. Ensuite, il y a des problèmes physiologiques. Vous avez vos organes. Est-ce qu'il y a des conséquences lourdes dans l'entreprise déjà? Ça, c'est un vrai sujet pour l'entreprise. Alors ça, on pourra en reparler, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais clairement, les entreprises qui aujourd'hui ne considèrent pas l'évolution calorique dans leur système de travail ne seront plus là dans 50 ans. Alors ça, c'est certain, et même dans 20 ans, il faut le dire. Mais c'est pas grave, parce qu'on sait aujourd'hui comment agir, comment évoluer là-dessus. La deuxième chose, c'est que ça pose des problèmes physiologiques. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est la succession de vagues de chaleur qu'on pourrait avoir dans le futur, comment elles réduisent l'espérance de vie, dans le sens qu'on va être impacté dans nos systèmes physiologiques. Et puis enfin, comme je l'ai dit, ça change la société. On a moins envie de faire société quand on est dans la chaleur, et pourtant, il n'y a pas de miracle. On ne pourra pas changer nos systèmes s'il n'y a pas une coopération dans l'entreprise, des entreprises vis-à-vis des citoyens, de l'ensemble des citoyens et des pays. Cette coopération fondamentale est réduite dans la chaleur. Donc on doit trouver des solutions par rapport à ça. Catherine Halbach, donc vous parlez tout à l'heure du point de départ, on va dire, espèce de moment de vérité au moment du Covid, avec l'approche systémique qui en découle. Alors maintenant, concrètement, comment on bosse sur ce genre de projet? C'est-à-dire, comment on prend les dossiers, quel dialogue social, comment on travaille avec les collectivités, les instances, enfin... Alors la première chose, c'est déjà, on a un plan qui s'appelle SEMA, c'est-à-dire la première chose, c'est qu'il faut comprendre. Donc on prend les trajectoires du GIEC, on les retravaille, on les ramène, on fait de la descente d'échelle, et puis on imagine tous les futurs possibles d'un territoire en fonction de la trajectoire de gaz à effet de serre. Et c'est là qu'on se rend compte, comme l'a dit Christian, que atténuation et adaptation, c'est le même combat. Il n'y a pas de choses qui s'opposent. Il faut absolument atténuer nos émissions de gaz à effet de serre pour que l'adaptation soit la plus facile possible. Il n'y a pas de discussion là-dessus. En tout cas, dès qu'on travaille là-dessus, on s'en rend compte. Après, une fois qu'on a imaginé tous les futurs possibles, eh bien, il faut qu'on en voit les impacts. Donc il y a des impacts qui sont techniques.
Donc on cherche les meilleures solutions techniques. Il y a des impacts qui sont, comme on vient de le dire, sur les conditions de travail. Et puis il y a des impacts qui sont liés au territoire. Avec nous, des enjeux majeurs sur la protection de l'eau, la protection de la biodiversité, puisqu'on dépend totalement de l'eau. Et puis derrière, il faut arriver à emmener tout le monde. Et le discours sur l'adaptation n'est pas facile. En gros, on annonce la fin du monde, c'est pas vraiment politiquement très fun. Et pourtant, on est tous ensemble et il faut qu'on y arrive. Donc aujourd'hui, on a aussi un gros travail sur le récit. Et pour arriver à avoir un récit positif, donc par exemple, on sait que nos centrales de la Loire, eh bien, elles sont pas loin du château de Chambord. Donc on a fait un gros travail avec Chambord et on va le continuer. Pourquoi? Parce que François Ier, il a rêvé d'Italie, mais en 2050, l'Italie, elle est là. Et c'est plus facile de se dire que, eh bien, on peut vivre en Italie, c'est pas si terrible que de se dire la forêt de Chambord va disparaître, on pourra pas sauver le château et ça va être une catastrophe. Donc, pour nous, il faut qu'on arrive à emmener les gens sur des choses qui leur parlent. La forêt, ça parle à tout le monde. Le patrimoine, ça parle. Et derrière, il faut bien sûr emmener les dynamiques de comment on va travailler demain. Alors nous, on a déjà eu une première alerte en 2003, les premières grosses canicules, c'était déjà les premières questions. Maintenant, on va plus loin. Donc on a un travail avec les équipes de Christian pour former. On a eu 2 fois le camion Climate Sense, une fois dans une centrale thermique, une fois à l'ingénierie, donc mais on va aller plus loin. Et puis on s'occupe des locaux, des vêtements de travail. Pourquoi? Parce que il faut trouver des vestes réfrigérantes, il faut trouver plein de choses. On a des vestes qui sont arrivées du Japon avec des petits ventilateurs, enfin on fait plein de choses. On va lancer la Climate Fashion Week parce qu'il faut que ça parle. Il faut qu'on emmène les gens et c'est fondamental, mais on a énormément de questions à venir, mais ça se fera ensemble. Alors, je fais une pause camion juste pour que chacun comprenne. Le fameux camion dont parle Catherine Albax. De 50 degrés et 30 minutes. C'est quoi ce camion, on va dire? Expliquez-nous. Alors d'abord, c'est pas un camion, c'est une chambre climatique qu'on déplace. Donc, avec un camion, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Non, l'idée, c'est vraiment ce que vient de dire Catherine, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut 2 choses pour qu'un humain ait envie d'évoluer. Un, il faut qu'il y ait un espoir. On ne change pas s'il n'y a pas un espoir. Pourquoi je vais faire un effort pour changer des comportements si derrière, c'est pire que ce que j'ai aujourd'hui? Ça ne marche pas. On a besoin de constituer un espoir avec une vision. Et puis deuxième chose, il faut l'émotion. C'est-à-dire que vous ne changez pas si vous n'avez pas l'émotion associée à ce changement. On le voit, vous pouvez regarder, hein, toutes les ONG sur des maladies ont été créées par des personnes qui ont été touchées, elles directement ou leur famille, par une maladie. Sinon, ça ne se fait pas. Donc il faut emmener les gens dans, 1, une histoire, 2, une émotion. Donc nous, on a créé effectivement une chambre climatique mobile où on peut vivre le climat du futur à 50 degrés. Lors de canicules, hein, on parle de ça sur 6 à 8 semaines par an si on ne change pas la trajectoire, pour que les gens le vivent dans leur chair. Mais après, on ne leur dit pas, voilà, vous allez devoir vous démerder dans le futur, c'est pas ça le sujet. C'est-à-dire, on est d'accord que ça, c'est pas viable. On est d'accord qu'une journée entière, ce que vous avez vécu 30 minutes, vous ne le vivriez pas une journée entière. Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on construit pour que ça n'arrive pas? C'est ça le boulot. Le problème, Christian, c'est qu'on a un rapport ambigu avec la chaleur. C'est-à-dire la chaleur. Ouais. Non, soyons clairs. La chaleur aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui est apprécié, égale vacances et autres. On ne parle pas de la même chaleur là en fait. Parce que moi je suis en vie à Marseille. Le 1er décembre à Marseille, les gens étaient à la plage, la Méditerranée était à 22 degrés, tout le monde est content. Et puis quand on fait venir les gens à notre chambre climatique, ils nous disent tous, mais moi à 50 degrés, j'ai déjà connu. Donc en fait, beaucoup de gens pensent ça, parce qu'en fait on confond chaleur en plein soleil versus chaleur à l'ombre, et quand vous avez une température qui donnait à la météo du soir des émissions que vous regardez ou que vous écoutez, on vous parle de température à l'ombre. Moi je vous parle de 50 degrés à l'ombre. Donc ça veut dire qu'au soleil, vous avez 80 degrés. Je vous promets, hein, il n'y a pas une personne dans cette salle qui a déjà vécu 50 degrés à l'ombre et encore moins 80 degrés au soleil. Moi, je l'ai vécu dans mes expéditions dans des déserts. C'est invivable. Ça a été vécu au Pakistan pendant 3 semaines. Je ne vais pas vous donner les chiffres de mortalité parce qu'on a dit que ce serait joyeux comme débat. Ouais. Donc on n'y va pas. Alors là, au Mexique, les singes tombaient tellement il faisait chaud. Donc on a vraiment un sujet sur la chaleur. Donc là, on le fait vivre aux gens et croyez-moi, personne, même les gens convaincus qu'ils ont déjà connu 50 degrés, qui sortent de cette chambre climatique, me dit « Ouais, ça va être cool. Ouais. » Ça n'existe pas. Dernière question qui s'adresse à vous deux, parce que c'est une question qui vous unit. Catherine, vous parliez de la démarche, du déclic Covid et autres. Il y a la question un peu du rôle, voire du pouvoir des entreprises dans cette démarche-là, parce que les enfants qui n'ont plus école, des parents fragiles, peu importe les situations, à quel point l'entreprise peut prendre en compte et peut pallier ces choses-là, parce qu'on rentre un petit peu dans le cadre privé. Est-ce que demain, ça veut dire qu'une entreprise
installe la clim chez ses salariés? Ou ça se gère comme ça ou pas? Alors, d'abord, Je provoque, hein. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Mais d'abord, l'entreprise, elle a une responsabilité d'employeur qui est majeure. Ensuite, quand on est Électricité de France, on a une responsabilité d'intérêt général majeure aussi. On est une grande entreprise de service public. Ça rajoute une. Et puis ensuite, il y a la santé. On n'a pas le droit de mettre les gens en danger. Donc, on a au moins une triple raison de se dire qu'il faut se bouger. Et bien sûr, ça emmène derrière des réflexions autour du logement, autour de l'accueil de nos prestataires. Enfin, il y a beaucoup de choses qui viennent parce qu'on est responsable et puis qu'on a envie que les gens soient heureux. Il faut que ça, il y a pas de, on ne fera pas tourner une centrale nucléaire avec des gens qui vont pas bien. Donc oui, on a une obligation absolument. Christian, sur cette responsabilité, enfin, le rôle que peuvent être amenées à jouer les entreprises. Vous êtes assez persuadé que finalement les entreprises, sur cette logique d'adaptation et de résilience, elles sont en première ligne? Oui, elles sont en première ligne d'abord parce qu'elles vont, comme tous citoyens et tous citoyens de notre planète et de France, vont le subir en premier chef. Et je dirais, pendant que les systèmes gouvernementaux jouent à savoir qui sera le futur président ou le futur député ou la future des solutions, l'entreprise, elle continue d'exister, elle continue de vivre, elle doit continuer d'avoir une projection à long terme. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la vitesse du changement éducatif et politique dont on a besoin de manière nécessaire va un peu trop lentement. Je ne dis pas qu'elle est nulle, mais elle va trop lentement. L'entreprise, aujourd'hui, elle a cette capacité de prendre des décisions. Et elle a une capacité fondamentale que tout citoyen et citoyen a d'ailleurs, mais que l'entreprise a un pouvoir plus grand, c'est qu'on a encore la liberté du choix qu'on va faire pour faire évoluer les choses. Cette liberté, elle fait qu'on peut dire on va faire ci ou ça. Dans 20 ans, si on n'a pas pris la liberté d'aujourd'hui, ce sera des impositions, ce sera des systèmes Covid où on vous dira bah, maintenant vous sortez plus de chez vous et tout ça. Et cette notion de liberté, je crois qu'on doit vraiment la considérer pour ce qu'elle est encore aujourd'hui fondamentale. L'entreprise a ce choix, elle a un pouvoir, surtout si elle travaille ensemble. Et je crois que c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui. EDF, Catherine l'a dit, il y a un enjeu de pouvoir public, de santé publique, mais je dirais il faut que les entreprises travaillent ensemble parce que c'est vraiment une collectivité d'entreprises qui va résoudre le problème. Et je terminerai sur une chose à réfléchir. Non, l'entreprise ne doit pas mettre de la clim chez les citoyennes et chez les citoyens, ce n'est pas son rôle, mais elle va devoir réfléchir à la manière de faire travailler les gens parce que si vous avez un jour 50 degrés dehors et que vous avez une personne qui vit sous les toits où il fait 70 degrés parce qu'elle est sous un toit de zinc et que c'est beaucoup trop chaud, on ne peut pas demander à cette personne de rester chez elle non plus. Donc ça va être toute une réflexion sociale, sociétale et entrepreneuriale qui va bien au-delà du système politique, mais qui va sur un point fondamental, nous, humains, en équilibre dans notre santé, dans notre capacité cognitive, dans un système nature en équilibre, et c'est l'enjeu auquel on doit répondre. Merci Catherine Albax, merci Vincent Clos, merci pour ces moments d'échange. Merci beaucoup.